revient en studio et on parlait justement de l'arrêté en conseil qui, lui, avait obligé presque la compagnie Domtar à dire, ben, opérez vos usines d'Istingus et de Windsor, puis on va vous donner des concessions forestières. Aujourd'hui, on arrive en 77, puis là, l'usine d'Istingus est fermée. Qu'est-ce qui arrive avec cet arrêté en conseil-là? Comment ça fait qu'elle n'a pas été respectée? Bien, il est respecté. Elle est théoriquement encore en opération. Oui. Il n'y a pas de date non plus dans l'arrêté en conseil. Ah bon? Opérer, mais opérer combien de temps? C'est-à-dire, on peut jouer là-dessus, là, dans l'interprétation. Mais je crois que c'est un test majeur qui se dessine actuellement de la part de la compagnie. Parce qu'une fois, Istingus, une fois que l'on aura forcé les employés d'Istingus à décider s'ils terminent maintenant ou un petit peu plus tard, ce qui est odieux à mon sens, viendra le tour de Windsor. Alors, c'est certainement à l'intérieur d'une planification beaucoup plus large qu'Istingus pour essentiellement toujours rentabiliser au maximum. Ou, et c'est là qu'arrive la chose, aller chercher un maximum de subventions ou vendre. Mais cet autre acheteur ira chercher, lui, des subventions. Alors, encore une fois, ne pas débourser à même les bénéfices enregistrés ailleurs pour renflouer une usine, maintenant qu'elle est devenue moins rentable. Alors, tout ce qu'ils cherchent, c'est essentiellement d'aller chercher de l'argent ailleurs. Ne pas perdre avec Istingus. Exactement. Maintenant, en ce qui concerne justement la possibilité là, de rachat de cette usine, parce que là, vous parlez d'achat et de possibilité de rachat. On l'a vu dans le cas là, de Trois-Rivières. M. Morin, dans la vidéo, s'est très bien expliqué là-dessus, qu'à Trois-Rivières, heureusement, l'usine a été rachetée par Kruger, ici à Bromptonville de même. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça à Trois-Rivières, à Bromptonville. Et ici, à Istingus, croyez-vous que l'usine peut être rachetée? Et par qui? Ou enfin, est-ce que c'est possible, ça, que ça soit racheté? Monsieur Crevier, oui. C'est une des solutions envisagées. Et puis c'est le point aussi, je trouve, qui relie le retour au travail à la continuité de l'usine. L'usine peut être rachetée en autant qu'elle existe. Si les travailleurs rentrent lundi et la compagnie émet des ordres parce qu'il n'y a pas de production, parce qu'actuellement, il n'y a pas de commande à la compagnie, de commencer à démonter les machines, l'usine devient automatiquement non vendable. C'est là, moi, que je trouve que l'intervention gouvernementale devient importante, à savoir que l'usine d'Istingus est importante pour la région. Et donc, si la Domtar ne s'intéresse plus à cette région-là, qui demeure une région exploitable, proche de 3 grands centres, un bon réseau routier, une main-d'œuvre abondante et qualifiée, mais qui force la Domtar à vendre, quitte à aider une autre industrie qui pourrait s'installer. C'est une des solutions de vente. Parce que est-ce que la Domtar va vendre l'usine ou est-ce qu'elle va déménager ses machineries? C'est une question qui n'a pas encore été répondue par la partie patronale. Et je pense que ça, c'est une question qui va sûrement intéresser tous les travailleurs qui vont voter demain. À savoir, si là, peut-être que les machines sont déménagées, est-ce que ça vaut la peine de rentrer le 16 mai? Alors ça, c'est une question, comme vous dites, très intéressante pour les travailleurs. On a effectivement rencontré la compagnie Domtar, le gérant, c'est-à-dire de la compagnie Domtar à Istingus, et puis on lui a posé cette question-là, à savoir s'ils avaient l'intention de démantibuler ou de sortir quelques pièces d'équipement. Alors le gérant m'a dit au départ qu'il ne pouvait répondre à cette question-là. Et ensuite, il m'a dit, par exemple, tu dois comprendre que si on a besoin d'un engrenage ou d'un pignon, en quelque part, à Windsor ou de Nakanomi, que ça soit parti, ou à Beauharnois, puis qu'on l'a disponible ici dans l'usine, ben, on va la transporter. Et il m'a dit aussi que, en ce qui concerne, par exemple, les pièces d'équipement importantes, que cette décision-là, pour lui, ne pouvait pas se prendre dans 3 mois ou 4 mois. Que c'était des décisions qui étaient plus longues que ça à prendre.
Par contre, il m'a dit par la suite qu'il était d'opinion qu'après le 30 septembre, eh bien, que si on pouvait vendre certaines pièces d'équipement et récupérer de l'argent, eh bien, on le ferait. Puis c'était le droit de propriété de Domtar. À court terme, d'ici le 16 au 30 septembre, le 16 mai au 30 septembre, il m'a dit, par exemple aussi, si on a fini de travailler avec un certain équipement, et puis qu'il y a un acheteur, puis ils veulent l'avoir immédiatement. Alors, même si cette pièce-là est importante, ben je pense, il dit, on ne devrait pas parler de la vente de cette pièce d'équipement-là. Donc, on devra la démanger. Alors, à ce moment-là, est-ce que l'usine peut être aussi facile à vendre si on déménage des instruments ou des parties de pieds, des parties de machines à papier ou un ordinateur ou je ne sais trop quoi encore, là, qui pourrait vraiment désorganiser l'usine? Est-ce qu'à ce moment-là, l'usine pourrait être aussi facile à vendre? Ce qui fait que, oui, M. Bisson. Oui, ce qui fait que l'usine n'est pas rentable, ce ne sont pas les machines à papier. Parce que les machines à papier peuvent produire encore facilement. C'est le moulin à pulpe et la fournaise de recouvrement qui fait que l'usine n'est pas rentable. Mais ne pas être rentable pour Domtar ne veut pas dire que ça ne serait pas rentable pour un autre. Qu'est-ce qui est rentable pour Domtar et qu'est-ce qui n'est pas rentable? Mais seulement l'expérience avec Domtar est très mauvaise ailleurs où ils ont fermé des usines. Parce que quand ils ont décidé de fermer des usines, ça ne s'est jamais rouvert. À moins que, comme Kruger, quelqu'un d'autre l'ait acheté. Alors, il est prouvé que même si IP et d'autres compagnies ont fermé des usines qui figuraient qu'ils n'étaient pas rentables, d'autres ont entrepris des usines, ils n'ont pas eu à investir tellement, puis ils ont rendu ces usines-là rentables. Et puis les employés continuent à travailler. Alors, je crois qu'à East Angus, qu'un acheteur ne ferait pas d'erreur, parce qu'il possède à East Angus la main compétente pour conduire toutes les opérations. Des employés qui travaillent là et puis que les jobs se sont transférés de père en fils, c'est pratiquement de l'artisanat pour les autres faire du papier. Moi, je me sens à l'aise à l'intérieur de l'usine. J'aime travailler dans l'usine. Et puis, c'est le cas de la majorité des travailleurs. Alors, moi, je ne peux pas voir un employeur là, qui viendrait à East Angus là, ne pas faire son affaire. Alors, ce qui est rentable pour Domtar ou irrentable, là, peut être très rentable pour un autre. Effectivement. Mais à quel prix? Je veux dire, dans ce sens-là, à quel prix? Je voudrais poser sérieusement la question. Si une autre usine du genre de Domtar viendrait s'installer à East Angus, est-ce que le problème ne serait pas encore reculé dans 10 ans? Il est assuré que ça prend des investissements pour la chaudière à récupération. Parce que pendant plusieurs années, là, je dirais que les travailleurs sur cette chaudière-là l'ont tenu à marcher pratiquement au risque de leur vie. C'est grave. Et puis ensuite de ça, je dirais qu'à un certain moment donné, il y a eu de la négligence au point où il y a eu perte de vie. Alors, je crois que ça en prend de l'investissement. Mais en attendant, je dirais qu'un acheteur qui voudrait faire l'investissement, même pendant la période qu'il ferait son investissement, il pourrait opérer cette usine, puis elle serait rentable parce qu'elle n'a jamais été dans le rouge. Ah bon? Mais ce que j'entendais par là, si j'entendais par une usine qui viendrait s'installer du même type de Domtar, j'entends surtout dépendance de toute une population du genre East Angus ou Windsor, face à une entreprise qui, elle, prend toutes les énergies de la place, prend tous les profits des travailleurs, et quand elle décide, comme c'est le cas aujourd'hui, de ne pas demander du tout la permission à quiconque pour fermer ses portes, qu'est-ce qu'il arrivera à ce moment-là de East Angus? Encore une usine, à ce moment-là, revient dans ce même type-là. C'est ça le test. C'est ça le type de changement social qui se dessine maintenant. C'est malheureux que ça se passe, mais c'est vraiment ça. Où les usines, puis le sommet économique de fin de mai, c'est un peu pour commencer à changer des mentalités. Où le patron et le syndicat, c'est deux
collaborateurs et non pas 2 ennemis. La compagnie, dans le système nord-américain, ne tenait pas compte de sa responsabilité sociale. Mais allez voir en Allemagne, allez voir en Suède. Ça commence en Angleterre. Ils tiennent compte de l'impact social de leurs décisions maintenant. Ici, on n'a pas connu ça. En tout cas, pas de la part de Domtar. Alors, je pense que c'est ça là, qui devra se faire. Et moi, mon idée, que l'usine se vende à une autre compagnie que Domtar, en autant qu'elle opère, ça va. Mais je me dis, le premier test d'ici à dimanche pour le gouvernement, c'est d'amener Domtar, dans la mesure du possible, à respecter ses engagements tels qu'ils signés il y a quelques années. Ça veut dire qu'à ce moment-là, remettra en opération son usine? Qu'il le remette en opération ou qu'il la laisse en état vendable. Mhm. Test qui ne s'est jamais fait au Québec. Et qu'est-ce que vous entendez par là d'un test qui se fait au niveau du palier là, du gouvernement? À savoir qu'il y a eu un arrêté en conseil auquel la compagnie n'a pas le choix, elle doit se soumettre. Et dans ce cas-ci, c'est flagrant, elle manque, elle passe carrément par-dessus. Alors, est-ce qu'un gouvernement laissera une compagnie, fût-elle multinationale, passer olé, là, tu sais, par-dessus ses décisions? Mais je souhaiterais qu'on applique à Domtar, dans ces cas-là, la solution du président de la Jamaïque, qu'il a appliquée à l'Alcan. Quelle est cette... expliquez, À savoir quand même les bénéfices, quand même les augmentations de coûts qu'elle provoque sur la vente de son produit. Dans le cas, Alcan produit de l'aluminium. Il finance leur achat ou finance la subvention à d'autres entreprises. Dans le sens que si Domtar laisse aller East Angus, à mon sens, on devrait, à même les bénéfices qu'il va chercher à Quévillon, subventionner la rénovation de East Angus. Vous allez dans le droit de gérance des compagnies. Monsieur Dumont, est-ce que ça vous donne un peu plus d'espoir, ça? Est-ce que vous croyez que le gouvernement aura la poigne ferme? Ça, c'est difficile d'anticiper quelle sera l'attitude du gouvernement. Mais moi, je dis, il y a une chose que je suis certain, c'est que le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement a, à l'heure actuelle, un programme de parti sur lequel il s'est fait élire, etc., qui disait que on doit, dans les cas comme chez nous, par exemple, investir à même les profits. Et ça ne s'est pas fait à New York Cadet chez nous. Alors, je pense qu'il y a des responsabilités à l'heure actuelle. Si le programme du parti a sorti ça, c'est qu'il y a des responsabilités à l'heure actuelle qui ne sont pas respectées, qui n'ont pas été pris par les autres gouvernements à New York Cadet. À savoir, par exemple, est-ce qu'on laisse une compagnie venir chercher tout ce qu'il y a de meilleur dans une région, en sortir tout le profit qu'elle veut en sortir, et lorsque ça devient un peu moins rentable, ben on dit on fiche le camp. On ne s'occupe pas de la région, on ne s'occupe pas du monde, on ne s'occupe pas des familles et de personne. Alors, je pense que si un gouvernement qui se veut quelque peu, légèrement au moins socialisant, ben, je pense que là, il s'agit d'une question sociale importante. Il s'agit de choses qui doivent changer, pas seulement que pour East Angus. Ça doit changer pour l'ensemble de l'industrie du Québec comme tel. Tant que la subvention possible, s'il y a une subvention possible qui peut venir du gouvernement quelconque, pour régler le problème à court terme, c'est-à-dire conserver les employés, conserver la ville vivante. Là aussi, on devra faire quelque chose. On ne devra pas seulement faire les cadeaux aux compagnies comme on a fait antérieurement, qu'on continue de faire présentement. On devra, je pense, prendre un droit de regard vis-à-vis de l'argent qu'on investit. Parce que cet argent-là, c'est de l'argent de toute la population. C'est pas seulement que l'argent du gouvernement. Le gouvernement, c'est nous autres, en fond. C'est notre argent. On va les faire des cadeaux. Et puis, on ne s'occupera pas de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis pour moi, ça, là, si ça continue, c'est de l'irresponsabilité. Ça n'a été de l'irresponsabilité par rapport au gouvernement puis par rapport aux compagnies de New York Cadet. Puis il faut absolument pas que ça continue d'être des responsabilités. Alors, c'est là, puis j'abonde dans le sens de M. Poulin, c'est là vraiment que ça devient un test pour le gouvernement actuel.
C'est nouveau. J'aimerais aussi ajouter Oui. un autre petit commentaire. Je trouve que dans ce dossier-ci, le fédéral est particulièrement muet. Effectivement. On pourrait peut-être se poser une question. Où est le fédéral? Que fait-il? Qu'a-t-il à nous dire? Mais le bois et la ville d'East Angus sont les deux facteurs. Là. C'est des villes qui ont plus souvent collaboré avec la provinciale. Je pense que le mot fédéral à East Angus même, c'est pas souvent un terme qui est employé d'une part. Le ministère de l'Industrie et du Commerce fédéral, c'est national. Oui, qui a voulu investir 20 en subvention. Là, mais, je pense que la proposition était là depuis longtemps quand même. Moi, parce qu'en revenir finalement au gouvernement péquiste, là, qu'on parle de solutions, c'est sûr que la solution devra venir d'eux autres à un moment donné ou à un autre. Sauf que dans les déclarations qui s'est faites cette semaine par les ministres, premièrement, il y en avait qui étaient légèrement faussées parce qu'on disait qu'il n'y avait pas de rénovation dans l'usine depuis 1918, quand c'est complètement faux. Il y en a eu en 1954. L'autre chose, c'est qu'on se rend compte aussi que peut-être que c'est vrai que le gouvernement péquiste est en train de jouer une carte face aux compagnies, s'identifier face aux compagnies, mais il en demeure un fait, c'est que dans ces déclarations-là, moi, après, j'essaie de rejoindre des gens à East Angus par téléphone puis demander hey, le ministre vient de dire telle chose, il a dû te parler pour dire ça, il a dû. T'appelais tout le monde, tu te rendais compte que finalement, ils ont dit ça sans absolument concerner personne. À East Angus, ils n'ont pas consulté, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas situé le conflit, je pense qu'ils n'ont même pas appelé non plus à la compagnie pour demander où est-ce que ça en était. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que cette facette-là du conflit est vraiment au-dessus de la ville d'East Angus. L'intervention du gouvernement péquiste va se jouer au-dessus de la ville d'East Angus, mais ce que je trouve plus important à garder dans quand on parle de droit de regard, je pense que le droit de regard vient de la place, vient du syndicat aussi, puis vient des travailleurs aussi. Puis ça, c'est important à conserver. Puis la façon dont ça s'est amorcé, je trouve que cette image-là, elle l'est pas. Peut-être qu'il va y avoir une belle image du gouvernement à dire on est intervenu à la dompteur, mais je pense que jusqu'à date, ils n'ont pas consulté les gens qui étaient en place. Puis c'est-à-dire que là... Excusez, M. Bisson avait une intervention. C'est parce que je crois, à un moment donné, que le ministre des Terres et Forêts, M. Béribu, est venu il n'y a pas longtemps dans la région. Et puis, naturellement, il a rencontré l'UPA. Puis, eux, ils ont un problème de vente de bois. Alors, la question ou le sujet des usines, le vieillissement des usines, a certainement mis M. Bérubé à l'écoute. Et puis, il a probablement visité les usines d'East Angus incognito. Puis, à partir de là, il a pu se renseigner sur ce qui se passait à East Angus. En plus de ça, je crois que le député Grenier a présenté le cas en chambre. Et puis, Maurice Bellemare, qui était le ministre du Travail pendant la grève de 68-69, est passablement au courant de tout ce qui se passe. Alors, à mon idée, il s'est fait des pressions aussi par l'opposition. Et puis, le ministre a pris une décision. Alors, c'est de cette façon-là. Je crois que si l'opposition et le Parti québécois font l'unanimité, je ne vois pas comment ils ne réussiraient pas à solutionner un tel problème. D'ailleurs, il y aura des négociations directes entre la compagnie et le gouvernement. Puis actuellement, si on se fie à la déclaration de M. Tremblay hier soir, le gouvernement, la première carte qu'il joue, c'est le respect de l'entente de l'arrêté en conseil. C'est là d'abord que ça va se jouer à un très haut niveau. Oui, ça c'est... Ce qui n'empêche pas, puis au contraire, ce qui devrait stimuler la ville d'East Angus à continuer son action, à savoir s'ils rentreront ou pas le 16. Oui, exactement, là. Mais à continuer leur action pour la survie de l'usine. Puis l'usine dans son entier, pas une partie ou une petite partie. Jouer le gros morceau. Mais en attendant, là, justement, ces travailleurs-là, je pense qu'ils sont... Ils n'ont pas suffisamment l'information pour dire, à un moment donné, bon, écoutez, nous autres, on va voter le 16, on va rentrer au travail, puis on va rentrer au travail dans quel espoir? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement va serrer la pointe pour dire que le 30 septembre, vous allez opérer Domtar? Moi, c'est la question que je me pose, là, à ce niveau-là. Monsieur Dumont?
une question difficile à répondre. De toute façon, il ne semble pas, à l'heure actuelle, qu'il y ait tellement de pression auprès de la part du gouvernement, auprès de la compagnie, pour essayer d'éclaircir certaines conditions, par exemple, de la rentrée au travail. On a examiné, je pense, nous autres, en tout cas avec l'Assemblée générale, un paquet d'implications. Par exemple, j'en donne seulement qu'un. D'accord. L'indemnité de licenciement. On vient d'examiner cet avant-midi, avec M. Plamondon, là, qui est le directeur de l'assurance chômage. Ou, Agent d'affaires. Agent d'affaires de l'assurance chômage ici à Sherbrooke. Oui. Et il nous dit, si vous recevez, par exemple, une indemnité de licenciement, que ce soit au 30 septembre ou que ce soit au 16 mai, si cette indemnité de licenciement, par exemple, totalise, par exemple, 10 semaines de votre salaire, il y aura 10 semaines de votre salaire qui va être déduit là, de l'assurance chômage. C'est-à-dire que le gars va recevoir l'assurance chômage 10 semaines plus tard. Alors, il y a différentes choses comme ça. Je pense bien qu'il y aurait un paquet il y a un paquet d'implications là-dedans. Et puis, ces choses-là, nous autres, en tout cas, on a voulu recueillir les renseignements, recueillir les demandes des gens à l'Assemblée de lundi, essayer d'aller chercher le plus de réponses possible. On en a eu quelques-unes, mais on n'a pas eu les réponses les plus importantes. Demain, il semble qu'on va se présenter devant l'Assemblée générale en absence de réponse sur ces points importants-là. Alors, les gens vont devoir prendre la décision. De savoir Quelle décision? Quelle décision va être bonne. Ils n'ont pas beaucoup de choix, à fin de compte. S'ils rentrent, ils ont des grosses chances d'avoir des problèmes sérieux. S'ils ne rentrent pas, ils ont des grosses chances d'avoir d'autres problèmes sérieux. Expliquez, j'aimerais bien ça, peut-être qu'on fasse un petit tour de table à ce sujet-là. Si on rentre, qu'est-ce qui arrive? Si on rentre pas, qu'est-ce qui arrive? Les opinions, au niveau des opinions. Monsieur Dumont, soyez clair quand vous dites dans les inconvénients quand on rentre, là, puis les inconvénients quand on rentre pas, il y a aussi des dangers. Alors, par exemple, s'il ne rentre pas, il risque de ne pas avoir d'indemnité de licenciement d'aucune façon. D'accord. Je parlais tout à l'heure de ça. L'indemnité de licenciement, ça représente des montants d'argent importants. Par exemple, ça peut représenter jusqu'à 4-5 000 pour certains employés, dépendant de leur ancienneté. Mais le gars rentre pour avoir l'indemnité de licenciement, par exemple. Mais sachant que l'usine va fermer le 30 septembre, il va certainement tenter de se trouver de l'ouvrage ailleurs. Alors, s'il en trouve, il va être obligé de partir à ce moment-là, avant le 30 septembre, s'il réussit à s'en trouver, bien sûr, avant le 30 septembre. Puis il va être obligé de partir de son propre gré. Alors, à ce moment-là, on nous dit que c'est les conditions de la convention collective qui étaient en vigueur au mois de mai qui s'appliqueront. Ça veut dire que ce gars-là, automatiquement, il le perd parce qu'il ne s'en va pas suite à une mise à pied de la compagnie, il s'en va suite à sa décision personnelle. Ah bon. Malgré que, dans le fond, là, c'est une mise à pied de la compagnie de toute façon. Oui, d'accord. Mais légalement, ça n'est pas. D'accord. Alors ça, c'est un des problèmes. Il y en a peut-être plusieurs. Il y a aussi le fait que si on lui demande de démancher ses pièces d'équipement dans l'usine, oui, puis il refuse, d'accord, il va être congédié. S'il est congédié, il n'y a pas d'indemnité de licenciement. On parle seulement de ça, là, des problèmes qui sont relatifs à l'indemnité de licenciement, par exemple. Mais il y en a une foule d'autres. Ça serait peut-être trop long de les énumérer. On a discuté en Assemblée générale pendant 6 heures de temps. Oui, j'imagine. On va peut-être faire un petit tour de table. Monsieur Cormier? Une autre que je trouve importante, c'est que finalement, c'est que la compagnie ne garantit pas le temps de travail. Ce qui veut dire qu'un gars peut se retrouver avec une journée ou 2 journées de travail dans les 8 ou 10 dernières semaines, là, puisqu'actuellement, il n'y a pas de commande, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ce qui fait que ça va déterminer aussi ses prestations d'assurance chômage. Puis, parce qu'ils sont évalués sur les dernières semaines dans lesquelles il va gagner de l'argent. Ça, moi, je trouve que c'est important aussi. D'accord. Je trouve, moi, que le pire des problèmes, c'est que il rentre ou il rentre pas, les problèmes sont là quand même. S'il rentre, est-ce qu'il va avoir son indemnité ou est-ce qu'il ne l'aura pas? S'il ne rentre pas, il va-t-il l'avoir, l'aura-t-il pas? C'est la même question des deux côtés. Alors, moi, d'après moi, là, après avoir analysé la situation, je me trouve qu'il n'y a seulement qu'une question positive. Oui. En réalité, c'est que si vous rentrez,
vous avez une chance de peut-être remettre les usines en condition de vente. Mais il y a encore un négatif, peut-être moins fort, c'est est-ce que la compagnie va demander de démanteler les machines? Et ça, on n'a pas de réponse là-dessus affirmative, concrète, par écrit. Ça a été bien... on a essayé d'avoir la réponse et c'est que des réponses orales. Monsieur Poulin? Oui, tu veux ajouter quelque chose, oui. Monsieur Poulin? Sur toutes les questions qui ont été soulevées là, oui. par Jean-Claude et par M. Bisson, il n'y a eu aucune réponse de donnée. C'est les plus importantes, dans le fond. Puis même encore, les réponses qui ont été données aujourd'hui par l'agent d'affaires de l'assurance chômage sont terminées en disant « la loi va peut-être changer, puis probablement actuellement est en étude ». Donc, les réponses, là, même là, étaient plus valables. Puis, moi, j'ai assisté à un essai de Jean-Claude de contacter la compagnie pour essayer de négocier. Puis là je pense que la réponse a été on va négocier quand vous allez être retourné au travail. Ce que je trouve un peu inacceptable, je veux dire, la compagnie dit dans sa lettre, on montre de la bonne volonté, mais finalement, je pense qu'elle a les pouvoirs de montrer plus que de la bonne volonté puis d'écrire certaines choses sur papier. Par contre, la Domtar, ça a toujours été une compagnie qui a eu peur d'écrire des choses sur papier. Ça a été depuis longtemps. On va terminer avec M. Poulin. Est-ce que tu as moi, juste une chose, c'est ça. C'est en là que j'en reviens encore au gouvernement péquiste, c'est que moi, je trouve que l'intervention qu'il aurait dû faire, si, pour prouver leur bonne volonté, il aurait dû la faire pour le retour au travail, en tout cas, concernant le retour au travail, avant le vote d'aujourd'hui. Merci, Oui. M. Poulin. Alors, on ne sait pas vraiment si le vote est négatif, si vraiment ça fermera. Le test va être là aussi. Mais je pense que les employés de Domtar entrent ou n'entrent pas, il y a une chose qui est importante. C'est que la pression continue, puis à son maximum. C'est ça qui est essentiel là, pour l'instant, là, dans la vie de tous les jours. Là. Que je démantèle l'usine ou que je l'améliore. La pression doit être politique et constante. On pourrait se laisser là-dessus sur quelques mots d'ordre là-dessus. Demain, c'est le vote. Et on aurait encore beaucoup de questions à débattre. On aurait encore beaucoup d'éléments de solutions peut-être à apporter. Nous sommes que 5. Alors, on va être obligé de se laisser. Mais je voudrais laisser un mot d'ordre à tous les travailleurs à East Angus. Travailleurs et je dirais aussi citoyens. Parce que là, on parle de rentrer le 16, puis on dit, il faut rentrer le 16, on ne rentrera pas. Essayons de réfléchir vraiment sur tout ça. Et voyons aussi à la survie de notre usine. Pas seulement peut-être d'un clan, le côté des syndiqués, puis d'un autre clan, le côté des patrons. Il faudrait essayer de se mettre tous ensemble. Et ce soir, c'est ce qu'on a tenté de faire. Malheureusement, il y avait des absents. Et j'espère que ce n'est pas un signe pour l'avenir. En espérant que la survie de l'usine sera accomplie avant le 30 septembre. Alors sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et je souhaite à nos invités un bon retour dans leur région. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde-là et je vous souhaite aussi de la survie de votre usine. Alors, bonsoir messieurs. Bonsoir et c'est nous qui vous remercions. D'accord. Il ne faudra pas oublier qu'on va passer au travers de celle-là. Puis on va en avoir une série d'autres à passer au travers. Puis que comme on a fait toutes les démarches, tranquillement, poliment, respectueusement, auprès de tous les gouvernements, là, on va redoubler d'ardeur pour botter le cul de tous les patrons inconsidérément. On va botter le cul des patrons pour les gars de la Region Knitting qui ont été jetés sur le pavé après les avoir enrichis. On va botter le cul des patrons pour les gars de McMasterville. On va botter le cul des patrons pour les employés de Saint-Lambert qui sont remplacés par des bouncers parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas assez de monde pour soigner les patients. C'est ça qu'on va faire. avons comme but de travailler sur
3 ou 4 problèmes, dont la protection du consommateur. On veut informer les membres sur la qualité des aliments. Nous avons des projets d'expansion prochainement et puis nous travaillons un peu là-dessus en accord avec le comité d'administration de façon à informer les membres des développements qui se produisent. Aussi, face à cette expansion-là, il y aura information aux nouveaux membres qui feront partie de cette coopérative, de notre club coopératif. Pour le client là, qui est membre, là, pour lui faire partie d'une coopérative, ça veut dire quoi? Je pense que le but premier qui attire les membres ici, c'est l'économie sur les achats des aliments et les différents services qu'offre le club coopératif ici. Maintenant, j'en connais certains que c'est pas le seul facteur. C'est le facteur de contribuer à suffire soi-même un petit peu. C'est une coopérative, c'est ça, c'est s'occuper de ses affaires. C'est quoi être un coopérateur? C'est quoi une coopérative? C'est du monde qui sont mis ensemble pour se dire qu'ils peuvent faire quelque chose.